Bonsoir à tous et bonsoir à vous, Cécile Ladjali. Merci d'être parmi nous. Alors, vous êtes enseignante dans le secondaire et également à l'université, autrice de nombreux romans ainsi que d'essais et de pièces de théâtre. Et je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup des titres. Et j'avais envie de lancer cette discussion par une phrase qui m'a beaucoup marquée dans votre roman intitulé Aral, publié en 2012. Vous avez écrit « Un artiste choisira toujours le mode d'expression qui annulera sa douleur ». Et j'avais envie de vous demander, et vous, votre douleur, quelle est-elle ? Bon, merci beaucoup. Je ne vais pas commencer à me plaindre et à dire que je souffre, hein, surtout pas. Mais ce matin, ce que j'ai confié au public, aux élèves qui étaient là, c'était que voilà, quand on choisissait l'écriture, c'est qu'il y avait un truc qui allait pas. Au départ. Et après, l'écriture, le travail, le labeur, la passion de l'engagement dans les mots et le langage, en ce qui me concerne, c'est pour parer peut-être, oui, un problème, une dérélection, une angoisse originelle. Peut-être que dans ma vie, tout au départ, régnait le silence. Déjà silence dans la pouponnière parce que je suis d'origine iranienne et ma mère biologique qui est parce qu'elle est encore vivante, je la connais, qui était fille-mère au début des années 70 à Téhéran, pouvait absolument pas me garder, hein. Il n'y avait pas de vie possible ni pour elle ni pour moi, et elle est allée en Suisse et elle m'a laissée à la pouponnière, et papa et maman Ladjali, mes parents français, un couple franco-kabyle, ils sont venus me chercher quand j'avais 6 mois à la pouponnière, et ça a été une grande réussite, hein. Mes parents ne sont plus vivants aujourd'hui, mais ils étaient pleins d'intelligence et d'amour, et je leur dois tout. Et là, les mots sont rentrés dans ma vie dès lors que, même quand j'étais toute petite, ils m'ont raconté l'histoire. On est allé te chercher dans une grande maison, et mon petit cerveau de petite fille, de bébé, a commencé à comprendre et à être rassuré. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 6 premiers mois dans la pouponnière, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'étais certainement acculée au silence. On ne me parlait pas autant que ma maman d'amour me parlait tous les jours de ma vie dès l'âge de 6 mois. Et vous savez, j'ai vu des émissions qui m'ont fait dresser les cheveux sur la tête par rapport aux pouponnières et aux enfants abandonnés dans les pays de l'Est. Quand bien même ces derniers sont langés, propres, nourris, si on les caresse pas et si on leur parle pas, ils meurent de chagrin. Donc bon, moi je suis pas morte. Je pense qu'on m'a parlé quand même. Et je crois que et quand je vous dis ça, évidemment je peux pas m'en souvenir, mais ça me fait tout bizarre parce que je pense que je touche du doigt un truc vrai, mais je pourrais jamais le savoir. Il y a dû avoir une nurse là-bas, une nounou. Qui m'a parlé quand même, un minimum. Mais en tout cas, les mots m'ont certainement beaucoup manqué. Et c'est pour ça que je suis devenue une hystérique du langage. Je publie trop, d'après mon éditeur. J'écris trop, je parle trop, je suis une mitraillette. Et je pousse le vice jusqu'à enseigner les lettres à des élèves dans le secondaire qui sont sourds. Il faut qu'ils lisent sur mes lèvres. Et tout. Voilà. Il faut que le message passe. Et vu que l'histoire, on ne me l'a pas complètement ou au début pas du tout racontée, je crois que c'est pour cette raison que je passe ma vie à raconter des histoires. Voilà. Pardon pour cette longue réponse. Non, c'est mon problème. J'ai du mal à être synthétique. Et justement, donc cette quête de l'identité, c'est le thème central de votre roman autobiographique Chab ou La Nuit. Mais c'est aussi un thème qu'on retrouve dans la plupart de vos écrits. Alors, c'est pas forcément l'identité de l'état civil ou l'identité familiale, ça peut être aussi l'identité sexuelle, comme dans Bénédicte, ou l'identité religieuse. Et est-ce que pour vous, écrire, ça vous permet de savoir mieux qui vous êtes ou de s'inventer d'autres moi ? C'est certain que chaque personnage contient une part de moi, mais ayant très peur du narcissisme et de la... C'est mal, ça. Et je confie au destin d'un personnage de fiction à un moment de ma vie, une de mes interrogations, et je détache ces vérités-là de moi
pour les regarder, pour les observer dans l'être de papier que je suis en train d'inventer. Et peut-être que chaque livre écrit, une fois le travail achevé, c'est une façon pour moi de davantage comprendre ce qui m'inquiète, ce que je trouve si étrange, si angoissant parfois par rapport à mon origine, par rapport à peut-être même mon identité. Cette problématique de l'androgynie, c'est quelque chose qui m'a toujours très très obsédée, même avant que ce soit très à la mode, les gender studies et tous mes étudiants maintenant sont intersexes. Alors moi j'ai envie de leur dire, les petits gars, vous savez, ça fait longtemps que j'y pense à ce truc. C'était votre thème de thèse? Oui, ma thèse de doctorat, c'était sur la figure de l'androgyne dans la littérature décadente à la fin du 19e siècle. Un truc très très bizarre, très louche. Et j'ai toujours trouvé que l'androgyne, c'est une incarnation, une métaphore de la grâce. C'est Virginia Woolf qui le dit dans Une chambre à soi. Tout artiste authentique est nécessairement androgyne, parce que créer, c'est faire la rencontre de l'altérité. C'est être capable, d'épouser l'autre, ce qu'on n'est pas, et de pouvoir parler dans le livre des contraires et de les faire fusionner et de les réunir. Moi, je suis une femme, je pense que ça se voit, mais ce qui est très jubilatoire et très excitant, c'est à un moment donné, dans une fiction, d'inventer la voix et de rentrer dans la peau d'un homme. Voilà, j'ai plein de héros masculins dans mes livres, et je suis obligée à un moment donné de changer de sexe comme ça. Et c'est ça que Virginia Woolf voulait dire. C'est nécessaire de faire l'expérience de l'altérité et d'être l'autre aussi, et de réunir dans l'œuvre les deux opposés. Elle parlait de Shakespeare, elle parlait de tous ces auteurs chers à son cœur qui, elle le dit dans Une chambre à soi, qui sont androgynes. Donc voilà, c'est une métaphore de la grâce et de l'œuvre complète pour elle. Et donc, toutes ces histoires-là de masculin, de féminin, d'Orient et d'Occident, d'origine, où est-ce que je me situe au départ, eh bien, c'est des problématiques qui m'habitent, qui me tourmentent, et chacun des personnages s'en empare et m'apporte, à la fin de la rédaction du roman, un début de réponse aux questions que je me poserai jusqu'au bout. Voilà, il y a deux thèmes qui m'obsèdent. C'est le thème, de l'origine, d'où est-ce qu'on vient, et dans quelle mesure ce sont les mots qui nous construisent. Alors, vous avez évoqué vos parents adoptifs, et vous racontez dans un de vos livres qu'il n'y avait pas de livre chez vous, et que votre posture, votre position d'intellectuelle, en tout cas intellectuelle naissante quand vous avez commencé vos études supérieures, était incomprise par vos parents adoptifs. Comment on s'inscrit dans cette position d'intellectuel quand on n'en hérite pas? Est-ce que c'est difficile à assumer d'avoir ce rôle-là alors que c'était pas naturel? Les choses se sont faites naturellement. J'en parlais ce matin aux jeunes qui étaient là, au risque de les choquer un peu. Je leur ai dit qu'en fait, il a fallu que j'attende la mort de mes parents pour oser faire ce que je fais aujourd'hui, et qui fait que je suis là à vous parler de littérature et à vous parler de mon métier de professeur. En fait, mes parents adoptifs, je les adorais, mais ils sont morts jeunes. Mon papa d'un cancer quand j'avais 17 ans, et maman 10 ans après à peine d'une maladie orpheline, c'est comme ça que ça s'appelle. Elle est morte en 3 mois. Et mes parents donc m'avaient adoptée. Je ressemblais pas du tout à maman physiquement. Elle était blonde aux yeux bleus. On aurait dit Grace Kelly, ma mère. Alors les gens me voyaient, ils disaient oui. Et ça m'angoissait beaucoup de ne pas leur ressembler davantage. Papa, lui, était franco-kabyle, donc et puis je m'appelle Ladjali, donc ça le faisait, mais c'était quand même un peu bizarre. Et donc j'étais dans un lycée où les gamins étaient très racistes dans les années 80. On me traitait de sale arabe, tout ça. C'était compliqué. J'étais pas bien dans mes baskets. Je me mettais du talc sur la figure pour être blanche. Je mastiquais à l'eau de javel.
révèle, non mais j'étais pas bien. Hein. Et voilà, je savais pas qui j'étais. Et mes parents qui étaient nés en 34, une génération de taiseux, m'avaient pas raconté trop l'histoire dans les détails. Il m'a toujours dit que j'avais été adoptée, mais voilà, l'Iran, il m'en parlait pas. Et si j'avais pu répondre à ces petits cons là qui m'embêtaient dans la cour d'école, mais je ne suis pas arabe, ce qui aurait été très bien aussi d'être arabe, hein, mais je suis perse. Là, voilà, mais je ne pouvais pas leur dire ça parce que je ne savais pas. Bon, et donc papa, maman, en tout cas, je les adorais malgré leur silence, et je voulais être comme eux. Et comme vous le rappeliez, chez moi, il n'y avait pas de livres. Mes parents étaient des gens très très brillants, très intelligents, mais pas du tout des intellectuels. Ils étaient issus d'une classe populaire très pauvre, et à 18 ans, sans le bac, ils se sont lancés dans la vie, ils ont travaillé, ils ont très bien réussi, ils sont tous les deux devenus cadres supérieurs, ils sont devenus des grands bourgeois en banlieue parisienne, on vivait bien, mais voilà, il n'y avait pas les livres à la maison, ou très peu. Et à un moment donné, je me suis à l'école plantée complètement. Bon, c'était à cause des maths, parce que effectivement, je suis nulle en maths, mais ça faisait boule de neige, cette très mauvaise moyenne en maths, un peu sur toutes les autres matières. Et j'étais pas forte, enfin nulle part, quoi. C'était assez bizarre. Et mes parents ont été convoqués un jour. On a dit à ma mère, à mon père qui était là, non, il n'y avait que maman. Votre fille, elle est mignonne, hein, vraiment, elle présente bien, elle fera une bonne vendeuse de fringues aux Galeries Lafayette, hein, mais elle fera pas d'études. Hein. Et moi, j'étais persuadée d'être complètement abrutie. Et mes parents, qui n'avaient pas fait d'études non plus, avaient, en la parole du maître, un immense respect. Et ils ont cru à ça. Et donc, je m'apprêtais à avoir une carrière de vendeuse aux Galeries Lafayette, qui est très bien aussi, hein, mais c'était pas trop pour moi. Et j'étais pas du tout rebelle, donc je disais rien, j'encaissais. Et papa mourait de son cancer des os à cette époque-là, donc ambiance à la maison. Et donc j'avais été dégagée de ce lycée où on me traitait de sale arabe tout le temps pour me retrouver dans un très bon lycée public à Saint-Maur-des-Fossés, au lycée Marcelin Berthelot. Et là, j'étais dans une série qui me convenait pas du tout. Parce qu'on avait voulu se débarrasser de moi, on m'avait envoyé dans une série G, une série technologique de l'époque. Et il y a plein de maths en G, hein, de la compta, de la gestion, et j'y arrivais pas. Et en français, j'avais 19 de moyenne. Alors, la prof, elle va voir le proviseur, et elle dit, la Djali, elle n'aura jamais un bac G, il faudrait qu'elle passe un bac A. Le A3 de l'époque, lettres et arts. Et le proviseur, il était très sévère, mais il m'a rattrapé comme ça. Et il m'a dit, la Djali, en auditeur libre, en cours de français, avec tes petits camarades de A, et puis tu as intérêt à me l'avoir ton bac, et l'année prochaine, français, et l'année prochaine, tu seras en terminale avec les A3. Et j'ai passé le bac français, j'ai eu de très bonnes notes. Et papa, juste avant qu'il meure, je lui ai dit, papa, j'ai voilà mes notes du bac français. Et il pleurait, pauvre homme, et il m'a dit, ma chérie, on s'est trompé avec maman. En fait, tu vas y arriver. Et je me suis mise à être bonne en classe, c'est-à-dire en terminale, et après, dans le supérieur, ça a marché apparemment, à la mort de mon père. Je me suis autorisée à dépoter scolairement, in extremis, et après universitairement, à la mort de papa. Et j'ai publié mon premier livre immédiatement après la mort de ma mère. Voilà, il a fallu qu'ils ne soient plus là. Je crois que je voulais être comme eux. Je crois que je sais pas. Je m'autorisais pas. Donc, maman a eu le temps quand même. Déjà, elle a été très fière de voir que j'étais prof, parce que j'avais eu mon concours, elle était encore là, et vivante, et en pleine forme d'ailleurs. Et elle commençait tout à la fin de sa vie. Elle savait que j'étais en train de devenir amie avec George Steiner, et qu'il y avait un projet de livre avec lui. Donc, elle a su, in extremis, avant de partir, que j'allais faire des livres. Et quand maman partait, je rencontrais Steiner. Et la première fois que je l'ai vu, c'était au carrefour de l'Odéon. Il débattait au théâtre de l'Odéon, Steiner. On s'était jamais vu encore. Je peux raconter l'histoire de Steiner? Je vous en prie. Vous savez qui est George Steiner? C'est immense. Bon, il nous a quittés il y a 2 ans et demi, en février.
il y a 2 ans, oui, 2 ans et demi. Et c'était un homme né en 1929. Il a échappé, donc il est né à Paris, une mère autrichienne, juive, de culture juive. Et il a échappé au rafle en 1939 parce que ses parents ont compris ce qui se passait. Il est allé aux États-Unis et après, il est revenu en Europe. Et c'est un immense intellectuel de l'après-guerre. Il était professeur au Churchill College. C'est un peu l'inventeur de la littérature comparée. Il avait une chaire de poétique à Harvard. C'était un immense maître. Et toute sa vie, il s'est posé cette question qui pour lui était une aporie philosophique. Comment cela fait-il que ce soit dans le pays le plus cultivé au monde, c'est-à-dire l'Allemagne, qui ait eu la pire des barbaries. C'était ce paradoxe-là qu'il développe dans ce livre que je vous recommande, qui s'appelle Dans le château de Barbe-Bleue, qui est un petit livre, mais vraiment, vraiment super. Et l'année où j'étais prof, en 98, l'année 98-99, l'année où maman allait mourir, l'année où j'étais prof au lycée Eugène Delacroix à Drancy. Drancy, vous savez que c'était là qu'il y avait des trains qui partaient pour Auschwitz. J'avais parlé à mes lycéens, on en parlait tout à l'heure ensemble, du postulat nihiliste du philosophe Théodore Adorno, qui en 1949 prononce une conférence et dit que écrire un poème après Auschwitz, c'est barbare. Et il y a toute une génération d'écrivains et de penseurs qui se sont engouffrés dans cette phrase et qui n'ont plus pu écrire et créer et penser une œuvre belle, esthétique, poétique après l'innommable. Parce que les mots, on pouvait mal s'en servir, parce que c'était dans le pays le plus cultivé au monde qui avait eu les pires des barbares, parce que les directeurs des camps de concentration avaient fait des études et passaient de la musique classique dans les camps, et que tout ça n'a pas empêché l'horreur. Donc c'est vrai que quand on est un maître, quand on est un artiste, face à un tel désastre et à une telle impuissance du langage et de la beauté, on se dit, à quoi bon? Il y en a qui arrêtent d'écrire, il y en a qui se suicident, et il y en a qui décident de continuer à écrire, malgré tout, comme Paul Celan, Ingeborg Bachmann, enfin des gens que j'aime beaucoup. Et donc, je parle à mes élèves de Drancy écrire un poème après Auschwitz, c'est barbare. C'est Adorno qui dit ça. Et du haut de leurs 15 ans, des élèves de seconde, pas bons du tout à l'école, s'insurgent, disent « Non, madame, nous, on est scolarisés à Drancy, on sait très bien ce qu'il y a eu dans notre ville, et ben, on va écrire de la poésie à Drancy. » Et le vieux monsieur dont vous nous parlez tout le temps, parce que je leur avais parlé de George Steiner, que je ne connaissais pas, et ben, s'il bluffe pas, ça devrait lui faire plaisir ce qu'on fait. Alors on va écrire des poèmes, on va les lui envoyer en Angleterre, là, au Churchill College. Oh, je dis, vous voulez envoyer des poèmes à Steiner? Oh là là, bon d'accord. On envoie les poèmes à Steiner. On est en 98 et le 24 décembre 98, la veille de Noël, je reçois une lettre du maître. Chère madame, je suis profondément émue par les écrits de vos élèves, car ce n'est pas à l'université, mais dans le secondaire, que se mènent les luttes décisives contre la barbarie et le vide. Et cela à l'ombre atroce du nom de Drancy. Et puis ça continuait, il félicitait les enfants et il proposait de préfacer ces poèmes, parce que ces textes ont été publiés dans un recueil qui s'appelle Murmure. Et puis donc, on arrive en juin, au moment où ma maman est en train de mourir, et je sais que Steiner parle au théâtre de l'Odéon. Il faisait la gueule parce que Lucchini avait eu la vedette, et puis lui, c'était une diva, Steiner. Et puis, tout le monde quitte la salle. Moi, je l'avais écouté, j'avais bu ses paroles, et puis je monte sur la scène à ce moment-là. Il y a Pierre Nora qui est à côté de lui qui dit à Steiner, Georges, il y a alors à l'époque une jeune fille qui voudrait te parler. Ah, il se retourne, il dit oui, quoi? Et je dis Cécile Ladjali, Eugène Delacroix, Drancy. Ah, c'est vous! Et on va prendre du temps, on va aller boire un café, et on est devenus amis à ce moment-là. Et il m'a dit qu'il se souviendrait toute sa vie de cette espèce de mélange qu'il a senti d'immense joie, parce que c'était pas rien pour moi de rencontrer Steiner, et d'effondrement intérieur, parce que j'avais acquis à l'époque une petite barre Nokia portable, vous savez, c'était le début. J'appelais tout le temps à la Salpêtrière pour savoir si je pouvais passer du bon temps avec
quelqu'un au café s'il fallait pas que je cours à l'hôpital parce que c'était terminé pour maman. Et c'était en train de se terminer. Donc c'était voilà, maman partait, Steiner entrait dans ma vie. Et je crois que j'ai toujours eu des instincts comme ça de survie pour pas être seule, en fait. Je suis là, j'ai été le chercher. Enfin, c'est mes élèves qui ont été le chercher. Hein. Mais vous voyez, quand on crée, quand on enseigne, c'est toujours c'est très vivant, c'est très vital. Et si je veux faire le job correctement avec vous ce soir et vous expliquer la fabrique du texte, je suis obligée de vous raconter un peu des choses comme ça. Mais vu que je suis en confiance, voilà. Et justement, cette anecdote qui est... Alors, le mot anecdote est un peu faible, c'est quand même fondateur et central dans votre parcours. Des élèves qui prennent les mots, qui prennent la parole. Ça se retrouve aussi dans tout ce que vous écrivez, et notamment dans Mauvaise langue, vous avez écrit « Sans les mots, l'existence est inhumaine ». Et j'avais envie de vous demander que peuvent les mots, mais vraiment dans l'idée très forte du pouvoir qu'on prend. Déjà, être suffisamment équipé pour pouvoir dire qui l'on est, ce qu'on veut, et s'imposer. Se proposer et même à un moment s'imposer au monde, aux autres, pour qu'il n'y en ait pas un autre qui parle à notre place, qui pense à notre place, qui nous manipule. Et combien de fois, moi, en Seine-Saint-Denis, j'ai des élèves pour des petits larcins, des conneries, ils paraissent en comparution immédiate, là, et ils peuvent pas se défendre devant un juge comme ça. Ils n'ont pas les mots et ils en veulent à la terre entière. Ils ont un truc là, ils sont pas bêtes du tout, mais ils n'ont pas les mots pour se défendre et ils vont en tôle. Et s'ils avaient eu les mots, ils auraient eu peut-être un autre destin. Et puis on en parlait aussi ce matin, mais ce qu'il y a de merveilleux avec la maîtrise du langage et la capacité qu'ont les artistes, et sans aller jusqu'aux artistes, même nous ici, je pense, lecteurs, maîtrisant quand même correctement les mots, on a cette capacité à mettre le réel et toute sa violence à distance, avec ce qu'on appelle le langage figuré, les métaphores, les symboles, voilà, ça c'est maîtriser le langage et les codes linguistiques pour pouvoir justement avoir du recul par rapport à une réalité qui, sinon, nous viendrait nous broyer. Quand je fais un cours, par exemple, à mes élèves sur les figures de style, je leur explique qu'est-ce que c'est qu'un euphémisme. Et l'exemple que je leur donne, c'est il nous a quittés, il est parti, pour dire il est mort. Mais parce que c'est trop violent, vous voyez, mais là c'est un tout petit exemple idiot, mais le problème de Léo dans Illettré, c'est qu'il prend tous les mots, toutes les formules au premier degré, au pied de la lettre. Et alors parfois ça crée des situations cocasses, mais ce personnage est littéralement broyé par le réel en raison de son incapacité à prendre de la distance par rapport à lui. Distance que lui permettrait justement le langage, et on supporte beaucoup mieux la violence quand c'est un auteur qui en rend compte. Moi, j'en parle souvent à mes élèves de ça aussi. Ça vous est peut-être arrivé, et j'ai eu honte parce que moi ça m'est arrivé plus d'une fois. Je lis régulièrement Anna Karénine de Tolstoï que j'adore, et je me souviens d'un moment dans le métro, j'arrivais vers la fin du livre au suicide d'Anna, au moment où elle va se jeter sous le train parce que son amant l'a laissé tomber, elle est désespérée, c'est Madame Bovary russe, hein, Anna Karénine, et le suicide d'Anna, c'est un truc de dingue. Ça va très vite, c'est du flux de conscience, c'est la prose d'un suicide. C'est incroyable ce que fait Tolstoï à ce moment-là. Et c'était affreux, c'était la mort d'une femme, un être de papier qui n'existe pas quand même, quelque chose d'hyper violent. Le suicide, la mort volontaire, c'est pas rien. Mais j'étais captée par le livre, et il y avait dans la rame de métro un monsieur qui passait et qui faisait la manche, et lui qui souffrait vraiment.
et qui était en danger de mort, très certainement. Et je n'ai pas levé les yeux sur cet homme-là. J'étais plus captée par la détresse, le malheur, la mort de la non-mort, enfin de quelqu'un qui n'existe pas. Et pourquoi? C'est certainement parce que la mort d'Anna était beaucoup moins terrifiante pour moi parce que mise en fiction, contenue dans les pages d'un roman, que cet homme-là, en sursis, mais qui était un être de chair, de sang qui se tenait à côté de moi et qui était violemment présent et violemment réel. Et je pense que les mots, les fictions sont des viatiques indispensables à nos vies pour mieux appréhender la réalité qui est très violente, vous le savez, et mieux s'en saisir, la comprendre, la circonscrire et parfois prendre par rapport à elle un nécessaire recul. Donc voilà, les mots ont ce pouvoir-là de nous sauver de la violence du réel. Oui, enfin, en une phrase, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, sans passer par mon anecdote. Et donc vous avez évoqué votre personnage de Léo dans Illettré, qui finalement vit son illettrisme comme un handicap, et cette incommunicabilité qui devient un handicap, on la retrouve aussi dans Aral, où vous avez un personnage central qui est sourd et qui donc est coupé des autres. Pourquoi ce thème de la difficulté de communiquer les uns avec les autres qui revient comme ça? Oui. Parce que je suis frappée par le fait que le dialogue authentique, la rencontre, la vraie rencontre avec l'autre est extrêmement rare. C'est le sujet d'ailleurs du roman qui va sortir en janvier. D'ailleurs, ça s'appelle pas Parler vise le cœur. On a changé de titre parce qu'il y a une série qui s'appelle Vise le cœur sur TF1. On a vu ça avec l'éditeur. On a dit faut changer de titre. Et donc le titre est le suivant. C'est rien à voir avec Parler vise le cœur, mais ça colle aussi. C'est La nuit est mon jour préféré. C'est une phrase d'Emily Dickinson dans sa correspondance. Voilà. La nuit est mon jour préféré. Et c'est le sujet de ce livre. Oui, les gens ne s'entendent pas, les gens ne s'écoutent pas. Et ce livre-là, je l'ai écrit pendant les 2 années sympathiques de confinement qu'on a derrière nous maintenant. Alors, je ne parle pas du tout du confinement dans le roman, hein, oulala, surtout pas. Mais à ce moment-là, j'étais enfermée, séparée de ceux que j'avais, des êtres que j'aimais, que j'avais envie de voir. Et j'avais l'impression d'être dans une espèce de chambre capitonnée où je gueulais très fort et que personne ne m'entendait. Et puis après, on devait multiplier avec l'université ou avec les élèves au lycée, les Zooms, les machins, et la désincarnation avec les écrans et tout ça, mais m'a rendue malade. Le métier que je fais, c'est vraiment un métier où on a besoin du regard de l'autre, où on a besoin de la chair de l'autre, de la présence de l'autre. Et je crois, j'étais heureuse de parler avec vous deux tout à l'heure. Vous me disiez que depuis que voilà, les choses rentraient dans l'ordre, il y avait une appétence et un besoin chez les lecteurs de revenir en bibliothèque, d'emprunter les livres, d'aller à des conférences, parce qu'on a besoin de ce rapport à l'humain et d'une vraie rencontre. Donc je suis un petit peu obsédée par ça, par cette solitude des êtres en raison de l'absence de dialogue authentique. Et donc Léo, lui, est isolé parce qu'il est illettré. Et ça, c'est un handicap invisible, mais j'emploie ce mot, je l'assume. Hein, c'est un empêchement, un handicap. Et puis, le handicap est un fil rouge aussi dans mes livres, puisque le héros, il s'appelle Alexei, il vit au Kazakhstan. Le héros de Aral est un jeune homme qui est un grand violoncelliste et qui progressivement, au moment où il assiste à la disparition de la mère d'Aral, vous savez que c'est une mère qui est morte, hein, qui disparaît, elle est un peu revenue là, mais bon, c'est pas la panacée. Et bien au moment où il assiste à la disparition du décor qui l'entoure, cette mère sans eux, mais bon, il y a encore une histoire d'adoption là-dedans comme par hasard, la disparition de cette mère, il perd l'ouïe, il perd l'audition. Alors pour un violoncelliste, un musicien, c'est emmerdant, un peu comme ce qui est arrivé à Beethoven, hein, qui est devenu sourd. Et il est
il souffre donc d'héberphrénie. Beethoven souffrait de cela. L'héberphrénie, c'est une forme d'autisme. En fait, vous entrez en vous-même, vous vous coupez du monde, forcément, vu que vous êtes sourd. C'est pas de votre faute, mais ça contribue à un enfermement en soi-même. Vous écoutez votre petite musique intérieure, votre monde intérieur, et c'est très étrange. Alors, je sais plus trop ce que j'ai raconté, c'était il y a 10 ans, mais je m'étais vachement renseignée sur l'héberphrénie. Et ce personnage-là va dans cette descente. Alors, je parlais de catabase et de descente en enfer, qui est aussi un thème que je reprends souvent dans mes livres. Là, c'est une sorte de descente en soi il y en a un qui a dit l'enfer c'est les autres, hein. Pour moi l'enfer c'est surtout être entre soi et soi, hein. L'autre justement nous offre un salut, hein. Moi j'ai besoin de l'autre pour vivre, hein. Je ne peux pas être toute seule avec moi, hein. Et donc lui il est en lui, voilà, et cette descente en lui va être difficile, mais à un moment nécessaire pour comprendre qui il est, d'où il vient, inventer la musique de ses rêves, parce qu'il cherche une note, je crois, une note absolue, une 8e note. Ça me revient maintenant, j'avais oublié. Donc voilà, c'est une rêverie Harald sur ces thèmes que j'aime tant, hein, la création, où on va chercher, d'où ça vient, qui on est, et la relation à l'autre aussi, parce que c'est une histoire d'amour. Harald, il est amoureux de Zéna, c'est ça. Alexei, Zéna, on a tout l'alphabet là qui tient. Et donc ce personnage de musicien sourd, qui est un paradoxe à lui tout seul, vous l'avez inventé avant ou après avoir commencé à enseigner à des élèves sourds, justement? Pendant. Bon, en fait, je disais aussi ce matin que je n'ai aucune imagination et que je me sers toujours du réel et des observations que j'y fais pour écrire ma fiction. Et c'est évident que mes élèves, mes lycéens malentendants, ceux qui lisent sur les lèvres, m'ont énormément inspiré pour reconstruire le personnage d'Alexei. C'est très spécial, la surdité, hein. Moi, pendant longtemps, je croyais... j'y suis venue tard, hein, dans ce lycée, hein, j'ai fait beaucoup de Seine-Saint-Denis avant, puis après, ça m'a intéressé d'aller là. Donc, j'ai appris sur le tas, et j'ai compris, contrairement à ce que je croyais, que en fait c'est pas la cécité. Je pensais que la cécité, d'être aveugle, c'est ça vraiment qui nous coupait du monde, c'était ce qu'il y avait de pire. Eh bien j'ai compris qu'en fait on était beaucoup plus séparés des autres quand on était sourd. Parce que vous voyez, si je ferme les yeux là, je vous parle et puis vous allez me parler, je vais vous entendre, on va communiquer, on va être ensemble. J'ai pas besoin de vous voir. Mais quand vous êtes sourd, c'est un autre truc, hein. Et j'ai des élèves qui développent même, qui n'étaient pas sourds à la naissance forcément, qui le sont devenus. Et ils peuvent développer, il y en a certains dans notre lycée qui développent un spectre autistique, justement. Voilà, c'est très complexe, hein, la surdité, hein. Vraiment des élèves très tendus, très nerveux, très en colère, alors que les aveugles, c'est quelque chose de plus zen. C'est très bizarre, hein, mais je ne suis pas une spécialiste non plus, hein, de tout ça. Mais en tout cas, ils m'ont beaucoup inspirée pour faire semblant d'inventer mon personnage, parce que je n'invente rien. Alors justement, votre activité d'enseignante occupe une part centrale dans votre vie, dans votre travail. Vous consacrez également des livres à cette vocation. Et alors, il y a une question que vous posez apparemment souvent à vos étudiants. Enfin, une double question, en fait. Pourquoi lisent-ils et pourquoi écrivent-ils? Et vous faites remarquer qu'il leur est toujours plus facile de répondre à la seconde question. Et qu'en est-il de vous? Est-ce que vous répondez plus facilement à la question « Pourquoi écrivez-vous » plutôt qu'à la question « Pourquoi lisez-vous » Alors, eux, ils répondent plus, je sais plus ce que Ils répondent plus facilement à « Pourquoi écrivez-vous » Ils répondent plus facilement à « Pourquoi écrivez-vous » Est-ce que c'est plus facile aussi pour vous de répondre à cette question? Vous qui êtes une grande lectrice, est-ce que vous savez dire aussi pourquoi vous lisez? Ah bah oui, je sais. Je peux pas écrire si je lis pas. En fait, vu que je n'ai aucune imagination, je copie les auteurs que j'adore. C'est dit. C'est dit, bah oui. Après, on transforme, mais de toute façon, on est hypermnésique. Quand on est écrivain, on a besoin de travailler avec le souvenir des auteurs qu'on vénère. Et je pense que
entre les lignes de chacun de ces livres. Ici, il y a le souvenir de Shakespeare par-ci, il y a le souvenir de Dostoïevski par-là, de Paul Celan, dont je parlais, d'Ingeborg Bachmann ailleurs. C'est évident. Et ces textes, enfin les miens, ont une certaine tessiture. Et je crois que quelqu'un qui lit un peu pourrait très bien deviner ma bibliothèque. Voilà. Et par contre, il y a des continents entiers qui manquent. Hein. D'ailleurs, j'ai écrit un essai au Seuil, c'était une commande. Je m'étais dit, je ne retournerai pas au Seuil parce qu'il m'énerve, mais j'y étais quand même retournée une fois. Je l'ai apporté le livre, je suis désolée. C'est un livre qui s'appelle Ma bibliothèque, lire, écrire, transmettre. Et mais si, passionnant. C'est une sorte de Polaroid aussi, d'autoportrait. Hein. Quand vous parlez de votre bibliothèque, vous dites qui vous êtes. Et alors, très bêtement, au début, je la décris, mais même physiquement, je dis, hey, comme ça, il y a une porte au milieu, on rentre par la bibliothèque. Je dis, là, c'est les essais, là-haut, là, c'est 20e, 19e, la poésie, l'Antiquité, le théâtre, là, c'est les Russes, les Allemands, l'Orient. Bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, je vois surtout tout ce qu'il n'y a pas. Le continent africain, il n'y est pas. L'Extrême-Orient, les Chinois, les Japonais un peu, mais il n'y est pas. Et en fait, je vois surtout les livres qu'il n'y a pas. Et là, j'ai honte. Mais je l'ai écrit, j'ai dit, voilà, je suis très mythole Europa. Ça doit être la faute à Steiner. Mais voilà, il y a le souvenir de mes lectures, mais elles ne sont pas très nombreuses. Je n'ai pas assez de temps. Je préfère peu, mais bien, que de m'éparpiller. Voilà. Mais voilà, le continent africain, par exemple, je ne le connais pas du tout. Et je sais qu'il y a plein de trucs. Et en plus, j'ai plein d'élèves qui viennent de là. Et je devrais... Ouais, Confiteor, ma faute. C'est pas grave, c'est pas grave. On est tous comme ça, je crois. Peut-être une dernière question avant de proposer le micro au public. Vous avez une figure récurrente dans vos écrits, c'est la figure du maître avec un grand M. J'aimerais que vous nous disiez si vous voyez une différence fondamentale entre la figure du maître et la figure du professeur, ou est-ce que pour vous c'est la même chose ? Qu'est-ce que vous entendez par ce maître avec un grand M ? Maître, j'ai jamais réfléchi à ça, mais là, pour improviser un peu une réponse, le maître, c'est peut-être encore au-dessus. Le professeur, c'est celui qui va dans la salle de cours, vous dispenser un savoir, vous instruire, faire le travail le mieux qu'il peut, avec empathie, avec écoute, avec exigence, ce que j'essaye de faire au quotidien avec mes étudiants et mes élèves depuis longtemps. Et puis il va y avoir un retour parfois. On en parlait avec un inspecteur ce matin. Les élèves peuvent nous nourrir et nous renvoyer ce qu'on leur a aussi proposé à un moment. Donc il y a cette courtoisie, hein, ce lien de cœur. La courtoisie, c'est ça, cette réciprocité intellectuelle indispensable pour que la transmission ait lieu. Ça, c'est ce qui se passe dans la cour avec l'élève et le professeur, avec un apprenant et un qui sait quand même un peu plus de choses. Je disais aussi à l'inspecteur que, voilà, moi tout ce qui est quand même hiérarchie, j'y suis attachée. Parce que, voilà, il y a le professeur et il y a l'élève. L'élève, c'est celui qu'on élève, qu'on fait monter. Hein, bon, voilà. Le maître, c'est pas nécessaire. Alors, ça peut être un professeur à un moment. Vous pouvez rencontrer un professeur qui va être votre maître, mais le maître n'est pas forcément un être que vous allez croiser dans une salle de cours. George Steiner a jamais été mon professeur et c'était mon maître. À la fois, il aurait détesté que je dise ça. Il s'est jamais présenté comme ça. C'était un coquin, Steiner. Mais pour moi, c'était un maître. C'était... Pour parler comme Cioran, Émile Cioran, le philosophe, j'ai les exercices d'admiration faciles et toute ma vie, j'ai éperdument cherché des maîtres, c'est-à-dire des figures qui m'impressionnent, qui m'écrasent un peu. J'aime bien ça, parce que j'apprends d'elles. J'aime bien avoir un peu peur, en fait, pas être complètement en confiance. Voilà, mais des maîtres, on en rencontre peu. Moi, c'est pas des maîtres femmes que j'ai croisés, c'est des hommes. Je dois avoir un problème avec le père, hein, sans doute. Toutes les figures un peu comme ça autoritaires que j'ai dans ma vie et face auxquelles je peux exercer un exercice d'admiration, ce sont des hommes
mon éditeur, il y a eu mon directeur. Non, mais non, il n'est pas sympa, mon directeur de thèse, mais il y a eu Steiner, il y a mon psy. Et puis, ouais, c'est des garçons à chaque fois. Ouais, on est à une époque vachement féministe et tout. Je vais passer pour une affreuse là, mais ouais, c'est vrai, c'est des non, hommes. mais un de vos personnages maîtres avec un grand M, c'est Bénédicte, qui est à la fois homme et femme. Ouais, donc c'est bon, vous vous rattrapez. Oui. Il plairait peut-être à Virginia Woolf, lui. Oui, c'est une femme en fait. Mais c'est un livre qui parle de l'Iran beaucoup, et la moitié de l'année, Bénédicte enseigne comme par hasard la littérature comparée en Suisse. Et au printemps, au moment de la fête de Nowruz, c'est la fête du printemps, il prend l'avion et là le lecteur voit ce personnage qui pensait être un homme depuis le début, mettre le hijab, parce que quand vous atterrissez sur la terre iranienne, là, il faut se couvrir la tête, vous ne pouvez pas descendre les cheveux comme ça. Et on voit que c'est une femme. Et la moitié de l'année, le printemps et l'été, Bénédicte enseigne les lettres occidentale à l'université de Téhéran, mais elle ne veut pas renoncer à sa liberté et elle a rasé ses cheveux très courts, elle s'habille en homme et la nuit elle sort dans les rues de Téhéran, elle va dans les lieux un peu interlopes comme ça, et pour visiter les endroits où vont les hommes, les écouter un peu comme Mademoiselle de Maupin dans le livre de Théophile Gautier. Elle se travestit, mais un jour, elle se fait attraper et ça se passe très mal pour elle, mais ça se termine bien quand même, ce livre. Mais c'est vraiment un livre sur l'Orient, l'Occident, le masculin, le féminin, des choses très, très, très importantes pour moi. Et je me souviens d'un moment où elle est prise de vertige avec toutes ces étudiantes dans l'amphithéâtre, et voilées, et elle se dit peut-être qu'un jour, on aura toute le courage d'enlever en même temps notre voile, et puis on sera tellement nombreuses à le faire qu'on pourra pas toutes nous tuer à ce moment-là, et elle sent que le temps arrivera, oui, mais c'est pas demain, c'est après-demain, ça va prendre un peu de temps, mais c'est sûr que dans ce pays où il vient de se passer ce crime épouvantable, et puis il y en a eu d'autres après, cette jeune femme qui a été arrêtée par la police des mœurs et qui a été tabassée à mort parce qu'elle portait mal son hijab. Il est évident que dans ce grand pays qui est l'Iran, compliqué pays, mais grand pays, grande histoire, s'il y a une belle révolution un jour, elle adviendra grâce aux femmes. Parce que c'est elles qui sont à l'université, c'est elles qui sont cultivées, en fait. C'est elles qui ont le langage, qui sont capables d'articuler un discours, une argumentation. Et en 79, quand le Shah est tombé, quand Khomeini est arrivé au pouvoir, les gens étaient contents parce qu'ils étaient pauvres et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'injustices. Et les filles ont dû se voiler et les parents se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait avoir, qu'ils s'étaient fait piéger par un truc. En fait, on avait remplacé la peste par le choléra. Et ils se sont dit, bah, nos filles, au moins, elles vont les garçons se mettaient à travailler assez tôt pour faire du business. Hein, et les filles, elles allaient faire des études. C'était leur revanche. Et en fait, l'université est bondée de nanas. Les filles qui ont les gens, les êtres qui ont les mots en Iran, c'est les femmes. Et forcément, elles ont cette capacité à raisonner, peut-être à inventer une révolution douce. Ce sera peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y en a une. La révolution, elle ne s'est jamais faite en douceur, où que ce soit, si l'Iran pouvait y arriver. Mais bon, c'est pas pour aujourd'hui ni demain, mais après-demain. Enfin, j'en sais rien, mais voilà. Mais il se passe des choses là en ce moment, il faut soutenir. C'est difficile de si loin. Mais bon, c'est des choses dont je parle simplement dans Bénédicte. Finalement, vous l'avez eu, votre mot féministe. Oui, mais c'est un discours universaliste, humaniste. Enfin, la révolution pour les droits de la femme, on la gagnera aussi aux côtés des hommes. Et ça, on a besoin d'eux. Et d'ailleurs, il y a plein d'hommes qui ont soutenu cette jeune femme en Iran et qui se sont fait tabasser, qui sont morts aussi. Il ne faut pas l'oublier. Hein. En Iran, il n'y a pas que les femmes qui meurent, c'est tous les amoureux, quel que soit leur sexe, de la liberté. Merci.